Très bien, je vous propose que nous commencions. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action de ces financeurs privés est large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques précitées et d'évaluer les risques en matière d'influence potentielle de cette non-transparence financière. Ce type de formation, la commission d'enquête, entraîne un certain formalisme juridique. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de préciser vos éventuels liens d'intérêt. Donc, Madame Odile Vernet. Je le jure. Monsieur Hugues Foucault. Je le jure. Et Madame Karine Trio. Je le jure. Je vous remercie. Les premières auditions auxquelles nous avons procédé ont permis d'entendre les directions d'administration centrale, notamment celles en charge de la fiscalité, le ministère de l'Intérieur, mais aussi l'Éducation nationale, la culture et la vie associative. Nous avons ensuite entendu les structures représentant le secteur de la philanthropie et le secteur associatif ou accompagnant ces acteurs dans leur démarche. Ces auditions nous permettent d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire, sans pour autant bloquer le système. Et c'est important. Le maître mot de nos travaux est transparence. Votre audition s'inscrit dans une troisième phase de nos travaux, au cours de laquelle nous allons recevoir des acteurs évoluant dans le secteur scolaire, soit en gérant des établissements, soit en intervenant devant les élèves dans le cadre, par exemple, de la mise en œuvre des programmes officiels d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, EVAR et EVARS. Votre audition doit nous permettre d'approfondir nos premières analyses, de mieux comprendre les enjeux réglementaires, les évolutions et mutations que le secteur scolaire a pu connaître au cours de ces dernières années et d'envisager des évolutions quand cela s'avérera nécessaire. Mesdames, Messieurs, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction. Vous répartirez comme vous le souhaitez et en vous demandant de ne pas dépasser les 10 minutes avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Avant cela, je laisse la parole à notre rapporteure, Colombe Brossel, notre collègue rapporteure, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Mesdames, Messieurs, merci à vous de votre présence. Vous l'aurez compris, et Sonia de la Provoté vient de vous le dire à l'instant, nous avons souhaité nous arrêter et prendre le temps de travailler sur, en tirant toujours le fil rouge de nos travaux au sein de cette commission d'enquête sur la transparence des financements des politiques publiques par des acteurs de droit privé. Nous avons souhaité nous arrêter un moment sur le champ éducatif et assez rapidement parce que c'est l'une des nouveautés, mais aussi une forme de bouleversement qu'a connu l'éducation récemment, nous arrêter sur la question de la mise en œuvre de ce qui est désormais et heureusement, fort heureusement, dans les programmes de l'éducation nationale, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et je dois vous avouer très humblement que je ne connaissais pas Cyclochaud. Je vous ai découvert en écoutant, je crois que c'était la conférence de presse de rentrée du nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique qui a qualifié vos travaux de remarquables. Et donc, il me paraissait intéressant de pouvoir, à ce titre-là, vous entendre, en ayant à cœur, et peut-être est-ce que ce sera le cas dans vos propos liminaires, sinon on y reviendra dans les questions, de comprendre quelles sont vos modalités d'intervention, puisque on allait regarder votre site internet, vous avez des modalités d'intervention qui sont particulières. Ça n'est pas un jugement de valeur, mais vous travaillez beaucoup avec les familles.
Est-ce qu'il y a des interventions en milieu scolaire? Comment se déroulent ces interventions? Est-ce qu'elles sont sur le temps scolaire? Est-ce qu'elles sont sur d'autres temps? Voilà, en essayant de creuser ces sujets-là avec vous. Merci. Très bien, vous avez la parole. Madame Trio. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, la puberté est une étape décisive du développement des jeunes. Elle est porteuse de formidables opportunités, découverte de soi, construction de l'identité, ouverture à la relation à l'autre. Mais c'est aussi une période de fragilité, marquée par des changements physiques rapides, une sensibilité émotionnelle accrue, et pour beaucoup de jeunes, des questions difficiles sur le corps, l'image de soi et les relations. Rappelons que près de 20% des jeunes âgés de 11 à 17 ans présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression, d'après le baromètre santé des jeunes. Alors l'adolescence a été étudiée par de nombreux psychiatres et sociologues. Et je citerai le psychiatre Serge Effez, qui souligne que lorsque la puberté est abordée uniquement sous l'angle du danger, du risque ou de la perte de contrôle, l'adolescent intègre une vision négative de son propre corps. À l'inverse, un discours positif permet de désamorcer la honte corporelle et de renforcer l'estime de soi. Ainsi, Serge Effez rappelle que la reconnaissance du corps en transformation est un levier majeur de prévention du mal-être adolescent. Cet élément est confirmé par le psychiatre Xavier Pomereau, qui est justement un spécialiste du mal-être adolescent, et qui souligne que les adolescents qui comprennent ce qui se passe dans leur corps développent une meilleure capacité d'autoprotection. L'ignorance ou les discours anxiogènes favorisent au contraire les conduites à risque. Enfin, un discours positif renforce la relation de confiance entre adolescents et adultes, favorisant le dialogue et l'accompagnement. Ainsi, expliquer la puberté de manière belle n'est pas seulement informer, c'est soutenir le bien-être, l'identité et le développement harmonieux des adolescents. On peut se poser donc la question de quelle peut être cette relation de confiance entre l'adolescent et adulte. Et je voudrais citer l'article 371-1 du Code civil qui précise l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et je vais citer, elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Mais force est de constater que sur les questions d'affectivité et de sexualité, la pudeur entre parents et enfants ou des difficultés à trouver de bons mots peuvent limiter les échanges. C'est ainsi que l'association Cyclo-Show XY France apporte une réponse concrète et positive et structurante à ces enjeux. Depuis plus de 10 ans, sa mission est de proposer des ateliers éducatifs innovants permettant aux jeunes filles et aux jeunes garçons de mieux comprendre leur corps, de donner du sens aux transformations de la puberté et de vivre cette étape avec davantage de sérénité et de confiance. L'originalité des ateliers Mission XY et Cyclo-Show, c'est d'abord une pédagogie positive. C'est également l'utilisation des 5 sens pour rejoindre les différentes formes d'intelligence. Et puis, c'est l'implication directe des parents à travers des ateliers qui se vivent en duo, père-fils ou mère-fille. Et cette approche renforce le dialogue familial, redonne aux parents qui le souhaitent leur juste place de premiers éducateurs. Les ateliers offrant un cadre bienveillant, un langage juste et partagé, et un temps privilégié pour aborder l'ensemble des sujets essentiels. En cas d'impossibilité du père ou de la mère, un adulte de confiance peut accompagner le jeune. Ça peut être un beau-père, un oncle, une tante, une amie de la famille. Et les effets positifs sont largement constatés. Des jeunes plus apaisés, une meilleure estime de soi, et des parents qui se sentent outillés, légitimes et confiants pour accompagner leurs enfants. Comme le résume un parent, l'atelier a ouvert un dialogue simple et durable que nous pouvons poursuivre à la maison. En termes de fonctionnement, l'association est administrée par un conseil d'administration composé de 9 membres élus pour 3 ans et un bureau composé d'un président, un trésorier et un secrétaire. Donc, l'association propose des ateliers d'enseignement au service des jeunes et de leurs familles, Cyclo-Show et Mission XY pour le début du collège, Cyclo-Cœur et Oxygène pour l'âge lycée, Cyclo-Pause pour les femmes avant la ménopause. L'association proposant ces ateliers à l'exclusivité de ces ateliers sur le territoire français. Ils sont tous animés par des animateurs certifiés par l'association Cyclo-Show XY France, qui donc les recrutent, les forment et accompagnent les animateurs.
Concernant le financement, Monsieur Foucault, je précise, c'est pour l'enregistrement. merci. Donc voilà, concernant le financement de l'association, donc aujourd'hui l'association dispose d'une salariée, hein, il fonctionne avec un budget d'environ un peu moins de 50 000 euros. Et le financement vient de deux sources. D'abord la participation aux ateliers des familles et la vente de livres également sur la puberté pour les jeunes filles et leurs mères. Donc ce sont principalement les parents qui financent l'association à près de 90%. Le reste du financement vient des écoles, des organismes qui aident les parents pour la réalisation des ateliers. Donc, parmi les organismes, on peut retrouver certaines mairies, des centres sociaux, des associations familiales locales, parfois la CAF. Voilà. Donc, en dehors de ces contributions aux ateliers, à leur réalisation, l'association Cyclochaud XY ne reçoit pas de subventions d'organismes publics ou privés pour son fonctionnement général. Madame Vernet. La présentation de Cyclochaud dans les collèges. Depuis 2015, des collèges intéressés par les effets positifs des ateliers ont fait appel à l'association dans le cadre de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, suivant la circulaire numéro 2003-027 du 17 février 2003, puis suivant la circulaire 2018-111 du 13 septembre 2018. L'association a donc proposé que les ateliers soient réalisés dans les collèges, notamment pour les élèves de 6e ou 5e en groupe non mixte. Dans le format scolaire, l'enjeu est aussi de permettre à des élèves d'un même niveau, accompagnés de leurs parents, d'entendre ensemble un message cohérent et rassurant sur la puberté et de l'inscrire dans une dynamique éducative d'établissement. Notre objectif auprès des jeunes rejoint celui du programme EVARS, à savoir fournir aux élèves des connaissances sur les changements de leur corps à ce moment délicat de la puberté, les aider à comprendre et à vivre sereinement ces étapes avec un regard positif et respectueux d'eux-mêmes et sur les autres également, ainsi qu'à reconnaître et accepter la différence. L'association Cyclochaud XY se met donc à disposition des établissements pour co-construire ensemble une intervention dans ce sens auprès de leurs élèves, dans le respect du programme EVARS, tant sur le fond que sur la forme. Notamment au niveau des 6e, pour lequel la correspondance entre ce qu'apportent nos ateliers et le contenu du programme EVARS est la plus importante. Pour les 5e, il resterait quelques éléments à compléter lors d'autres séances. Cyclochaud XY est tout à fait en mesure de garantir l'effectivité des programmes officiels de l'éducation nationale et dans le respect des principes fondamentaux du service public de l'éducation. Dès la publication des attendus de l'éducation nationale, nous avons étudié ce programme de près et nous avons pu constater que nous y répondions tant au niveau des objectifs que de la pédagogie demandée. Concernant l'agrément, qui était une question... Donc, Monsieur Foucault. 10 minutes, hein, on a dit. Oui, on a fini. Concernant l'agrément, donc la possibilité de développer des formes d'organisation pédagogique impliquant pour certaines activités, donc des intervenants extérieurs, est placée sous la responsabilité du chef d'établissement, selon les articles L442.5 et R442.39 du Code de l'éducation. Donc il revient au chef d'établissement de vérifier si les intervenants extérieurs, susceptibles d'encadrer les élèves lors d'activités organisées par un enseignant, présentent les compétences et les qualifications nécessaires. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'association Cyclochaud XY est intervenue à la demande des chefs d'établissement privés sous contrat. Les procédures d'agrément mises en place dans l'enseignement public ne sont pas opposables aux établissements privés sous contrat. Et c'est pourquoi l'association jusqu'à présent n'avait pas demandé d'agrément à l'éducation nationale. Avec le programme EVARS, récemment mis en place, avec le retour positif de l'inspection académique de Bordeaux en décembre dernier, l'association travaille à cette demande d'agrément. Comme l'a indiqué l'inspection académique, l'association Cyclochaud XY, à la demande des chefs d'établissement, peut animer donc des ateliers soit intégrés dans la mise en œuvre du programme EVARS en établissant avec les professeurs un lien avec les notions du programme et les disciplines impliquées, soit en complément du programme EVARS dans le strict respect des principes éthiques et pédagogiques véhiculés par ce programme, sans pouvoir s'y substituer ni porter des principes qui pourraient y être contraires.
Donc depuis la rentrée 2025, ça représente 337 ateliers dans 42 établissements, avec 5055 élèves concernés. Voilà, depuis le début de nos interventions en milieu scolaire, il y a toujours eu une étroite collaboration entre les animateurs et l'équipe éducative. Et celle-ci a toujours été invitée à être présente dans les ateliers, même avant les modalités du programme EVARS. Nous sommes tout à fait favorables à ce qu'un membre de l'équipe éducative soit présent tout le long de notre intervention. Et c'est au chef d'établissement évidemment qu'il revient d'en assurer l'organisation. Lors d'une inspection d'un atelier Mission XY, donc en décembre dernier, un inspecteur de l'Éducation nationale a été positivement impressionné par la présence en pleine semaine des 15 pères auprès de leurs 15 garçons. Voilà, pour conclure, avec 15 000 adolescents concernés chaque année, Cyclo-Show XY répond aux enjeux de la puberté avec une approche éducative positive et surtout avec une capacité d'action double, accompagner les jeunes et leurs parents et soutenir les collèges dans le cadre EVARS. Donc les ateliers proposés par l'association sécurisent les jeunes, outillent les adultes et créent une continuité éducative au service du bien-être et du respect. Et par son action, Cyclo-Show XY France donc, contribue pleinement, à notre sens, à la prévention, à la santé des jeunes et au renforcement du lien familial au sein d'une société plus sereine et plus confiante dans ses générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci à tous les trois pour cette présentation à trois voix, mais dans le timing qui vous était demandé. Je voudrais juste avoir des compléments d'information. Donc, je comprends que vous nous avez dit 337 ateliers dans 42 établissements uniquement du privé sous contrat. C'est ce que j'ai compris. Vous n'intervenez pas dans le privé hors contrat, manifestement. Ça a l'air d'être non, mais... Oui, c'est le cas. Vous pouvez répondre. Voilà. Oui, mais Vous n'intervenez pas dans le privé hors contrat. Alors, ça peut arriver en formule parfois de week-end, voilà, pas dans le cadre scolaire. Oui. Parfois, voilà, ça peut arriver. Ma question concerne le cadre scolaire. Voilà. Pardon. Monsieur Foucault cherchait le bouton du micro. On en est tous là, hein, je vous rassure. OK, donc 337 ateliers dans 42 établissements sous contrat parce que nous parlons du temps qui n'est pas le temps du week-end, 5000 élèves concernés. Et si j'ai bien compris, mais je voudrais que vous me le précisiez, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris, deux modalités différentes, une en duo avec un membre de l'équipe éducative, c'est en effet ce qui est recommandé par les circulaires de l'Éducation nationale, et en parallèle, à côté, en complément, selon les formules, des ateliers qui sont proposés avec les parents et sans avoir nécessairement la présence d'un membre de l'équipe éducative. C'est bien ça, j'ai bien compris. Oui. Les parents sont invités Systématiquement. Systématiquement, et même quand ce n'est pas dans le cadre de l'EVARS, le projet est bien entendu co-construit avec l'équipe éducative et c'est tout un travail ensemble. D'accord. La question, c'est la présence de l'enseignant. L'enseignant est présent quand c'est dans le cadre de l'EVARS. Il doit être Mais dans les présent. ateliers, il n'est pas présent. La porte est toujours ouverte. Et ça, ils ont toujours pu venir. C'est juste ça. En Voilà. fait, c'est pour Mais comprendre dans le cadre. Voilà, dans le cadre EVARS, ils doivent être présents toute la journée. Donc, ils le sont. C'est fort clair. Très bien. Est-ce que vous avez développé des supports de formation spécifiques pour animer ces ateliers? J'imagine que oui. Quels changements, modifications ont été apportés depuis la mise en œuvre des programmes de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Ou est-ce qu'il n'y en a pas eu parce qu'il n'y en avait pas besoin? Votre question pose sur les que nous, on apporte comme formation. Les supports pédagogiques. J'imagine que vous avez des supports pour animer ces ateliers. Oui, nous avons des supports pour animer les ateliers et on les propose et
pour l'instant, effectivement, depuis septembre 2025, on n'a pas changé particulièrement nos supports. D'accord. Pour compléter, en fait, on intervient depuis longtemps. Le programme EVAR, c'est nouveau, mais il y avait déjà avant l'éducation à la sexualité. Et donc, on a été vraiment vigilant sur tous ces programmes et leur évolution 2003, 2018 et maintenant 2025. Alors, on est attentif aussi à l'évolution des besoins au-delà des programmes. Le contenu doit s'adapter aux demandes. Je citerai juste un exemple. Aujourd'hui, la pornographie est un vrai sujet. Donc, on a renforcé notre attention là-dessus dans le cadre de nos interventions pour sensibiliser les jeunes par rapport à ces dangers. C'est un exemple. Non, j'en ai deux dernières en fait, pardon. Vous faites le choix de la non-mixité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur pourquoi ce choix de non-mixité ? Oui, c'est moi qui vais répondre. La puberté est une phase de transformation du corps en un temps très court et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Je vais me permettre de citer Françoise Dolto qui disait que la pudeur est le gardien de l'intégrité psychique à l'adolescence. Elle permet à chacun de s'approprier son corps et son image à son rythme. Et elle indiquait également que le fait de séparer les filles et les garçons pendant les discussions sur la puberté pouvait répondre à la grande gêne ressentie par chacun à parler devant l'autre sexe, de ces transformations corporelles qui arrivent. Et ce sentiment d'intimité préservée facilite l'expression des questions et des inquiétudes. Voilà, donc c'est un choix pédagogique. Nous pensons que la mixité, c'est très intéressant pour aborder des questions d'amitié et de sentiments amoureux plus tard, à la fin du collège ou au lycée. Mais les ateliers cyclo-show et Mission XY, c'est plutôt pour le début du collège, les changements du corps à la puberté. Et cette mixité, elle est plébiscitée vraiment par les jeunes. Non-mixité. Pardon, cette non-mixité. Excusez-moi. Ok. Dernière question en ce qui me concerne. Bon, vous le savez, vous l'avez lu, la question des positions prises par la personne qui a fondé Cyclo-show XY, qui n'est pas aujourd'hui présente, mais les positions développées par Madame Reit-Paula, j'espère que je le prononce bien, notamment des positions opposées à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, évidemment, interroge lorsque on se positionne comme intervenant dans le cadre de programmes de l'éducation nationale dans lesquels, bien entendu, il ne pourrait être imaginé ni possible que des positions de cette nature-là soient portées dans le cadre des ateliers. Je ne vous surprends pas en vous posant cette question. Elle a fait l'objet de plusieurs articles de presse. Quel type de garantie offrez-vous vis-à-vis de ce qui peut être une interrogation légitime des parlementaires que nous sommes, mais bien au-delà? Oui, c'est à nouveau. Vas-y. Juste pour préciser, dans votre question, vous dites que le docteur Reit-Paula a fondé l'association. Alors, pour être plus exact, elle a créé un atelier qui s'appelle Cyclo-show, qui est juste le support pédagogique, en fait, pour parler de la puberté des filles. Et c'est tout. L'association a été créée après avoir que les animatrices françaises se soient emparées, enfin en tout cas, et voilà. Et l'association a été créée, mais l'association est complètement indépendante de cette personne. Nous, on utilise son livre, mais dedans, on ne parle pas d'IVG. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et on est indépendant par rapport à elle. Est-ce que tu peux compléter ? Je vais rebondir peut-être en vous questionnant sur la source de cette affirmation selon laquelle le docteur Elisabeth Reit-Paula serait une militante anti-IVG. Alors, en fait, l'idée, c'est que c'est plutôt moi qui pose des questions. D'accord. Alors, très bien. La rapporteure m'a complètement coupé l'herbe sous le pied. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, je voulais vous dire qu'on est complètement raccord sur le fonctionnement d'une commission d'enquête au Sénat. Donc, je vais pouvoir répondre avec les éléments que j'ai. Effectivement, certains médias ont affirmé ces derniers mois que le docteur Elisabeth Reit-Paula était une militante anti-IVG et les premiers articles ont posé cette hypothèse avec des guillemets. Et puis, étonnamment, au fil des articles, l'hypothèse n'a plus été mise entre guillemets, mais elle a été même considérée comme étant une militante avérée anti-IVG.
Ce qui nous a nous beaucoup étonnés, puisque nous n'avions pas connaissance que le docteur Elisabeth Redd-Paola était une militante anti-IVG. C'est pourquoi nous avons un petit peu plus enquêté en se disant, mon Dieu, mais c'est terrible. Et ce que nous avons... Alors d'abord, nous pouvons déjà dire que le docteur Elisabeth Redd-Paola a reçu la Croix fédérale du mérite en Allemagne, qui est la Légion d'honneur, avec des critères très stricts. Seuls les actes remarquables au service du bien commun sont retenus. C'est une procédure rigoureuse. Et nous avons donc contacté le docteur Elisabeth Redd-Paola pour lui demander si elle avait si elle avait eu des propos anti-IVG ou si elle avait participé à des manifestations anti-IVG. Et elle nous a garanti que non. Alors, dernier petit point, l'IVG n'est pas abordé dans les ateliers cyclo-chauds, en fait. Donc déjà, voilà, il faut être très clair. Voilà. Donc il n'y a pas de lien aujourd'hui avec l'IVG. On a des ateliers pour les plus grands qu'on développe, et là on parle des moyens de contraception de manière tout à fait ouverte, comme attendu. Très bien. C'est pour ça que je relisais le programme tel qu'il était tourné. Donc Madame Mélanie Vogel. Merci Madame la Présidente. Alors je ne sais pas bien par où commencer, parce qu'il y a beaucoup à dire. D'abord peut-être par vous dire que le fait que l'IVG ne soit pas abordé est en soi un énorme sujet, puisque si vous décidez d'aborder la sexualité, puis je vois que vous avez vous ne semblez l'aborder en tout cas que par le prisme de la reproduction, donc j'imagine que vous parlez beaucoup de ça. Le fait de ne pas mentionner à des personnes qui assistent à vos ateliers que l'éventualité qu'une grossesse arrive peut permettre aux personnes d'accéder à l'IVG si elles le souhaitent est en soi un problème. Puisque le manque d'information, en particulier des mineurs, sur l'existence du droit à l'IVG est en soi un des obstacles à l'exercice de ce droit. J'ai d'autres questions. Alors vous faites des ateliers où vous mettez ensemble les enfants par genre avec leurs parents du même genre, si tant est qu'ils aient un papa et une maman, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants. Pourquoi, en fait, ce choix-là? Ça me paraît, moi, au-delà de l'aspect genré, un choix un peu particulier parce qu'on voit bien ce que ça peut produire comme sensation d'absence de liberté de poser certaines questions. Si on a son père ou sa mère présent, je ne vois pas trop qu'est-ce que vous recherchez là-dedans. Il m'apparaît que c'est plus facile pour des enfants de poser des questions lorsqu'ils ont des personnes intervenantes qui sont plus extérieures et qui leur paraissent plus neutres et qu'ils ne connaissent pas et avec qui ils ne vont pas débriefer ensuite. Après, je vous avoue, j'ai regardé sur votre site la description des ateliers. Et ça me paraît quand même, c'est quelque chose. Donc, vous dites, alors sur les garçons, le fil directeur de l'atelier est la conquête spatiale. La puberté et l'adolescence sont comparées aux longs et minutieux préparatifs que des spationautes doivent mener pour parvenir à réussir une ambitieuse mission, permettent de comprendre l'équation de la vie, entre parenthèses, la conception d'un bébé. Et ensuite, l'après-midi, les garçons, accompagnés de leur papa, échangent sur la base spatiale qui représente l'organe sexuel masculin avant d'être initiés à la beauté du cycle féminin et de la grossesse. Ça me paraît très 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 limité, hein, c'est bien d'aborder ces sujets-là, mais ça me paraît quand même très limité. Comment vous abordez la question de l'orientation sexuelle? Est-ce que vous expliquez aux enfants que en fait, les relations sexuelles non hétérosexuelles existent aussi? Ça peut leur arriver, j'imagine qu'il y a des enfants concernés. Et comment vous abordez, parce que je vois aussi que dans le cas de... Là, on ne parle pas du tout de contraception. Par contre, on en parle dans les ateliers avec les filles. Donc les garçons, on ne leur parle pas de contraception, on leur parle de la grossesse, qui semble être l'aboutissement de l'histoire. Et avec les filles, là, alors on leur parle de relations hommes-femmes, voilà. Et là, de méthodes naturelles, lesquelles, qu'est-ce que vous leur racontez, et la contraception,
Donc apparemment, les petites filles, on les informe sur la contraception, mais les garçons, j'ai pas l'impression. Et qu'est-ce que donc vous nous confirmez que vous ne leur expliquez rien sur la possibilité de mettre fin à une grossesse si elle arrive de manière non désirée. Est-ce que vous leur expliquez aussi des choses sur, sur la puberté? Vous dites que voilà, c'est un moment important, etc. Comment vous traitez, comment vous traitez la question des mineurs trans qui ont un vécu de leur puberté qui n'a rien à voir avec les autres mineurs? Et enfin, est-ce que vous donnez des informations sur les transmissions d'IST et de MST qui peuvent avoir lieu lors de relations sexuelles non protégées? On refera une énumération de la liste des questions qu'on vous transmettra, parce que il y a beaucoup de questions. Non, mais on est d'accord, mais je pense que voilà, très bien. Pour déjà repréciser, ça peut aider à avoir plus clair dans les questions. Les ateliers s'adressent à des 6e, 5e, donc des enfants de 10, 11, 12 ans en général, premièrement. Donc même quand on compare avec le programme EVARS, il n'est pas prévu, sauf erreur, de leur parler à ce moment-là des IST et de la contraception. Là, on est vraiment sur apprendre à apprendre ce qui se passe dans le corps. Nos ateliers sont purement physiologiques sur ce qu'il se passe dans le corps. Donc, c'est le but des ateliers, expliquer le changement à la puberté. Donc, on n'est pas encore dans qu'est-ce qui va se passer plus tard. Heureusement, et c'est bien, le programme est très bien fait pour ça, il y a plein d'autres moments, d'autres années où tous ces sujets vont être travaillés. Nous, on ne dit pas qu'on va s'occuper de tous les sujets. On s'occupe juste de la physiologie. Pour compléter par rapport à votre question sur les ateliers des garçons, voilà, mission XY, mais comme pour les filles, en fait, l'idée, c'est aussi de faire passer une compréhension du corps à travers des images, à travers quelque chose de beau et poétique, potentiellement. Voilà, on a choisi la mission spatiale, ça aurait pu être un autre support. Et l'idée de cette mission, c'est de se préparer à l'âge adulte, en fait, et d'expliquer toute la puberté comme une mission spatiale. Les spationautes, ils ne partent pas en mission en quelques années, il faut qu'ils se préparent. Et c'est pareil, la puberté se prépare. Il y a des transformations dans le corps, mais aussi dans la tête, dans le cœur. Et c'est ça qu'on aborde en profondeur. Toutes ces transformations, et le jeune les perçoit, commence à les sentir. Et l'idée, c'est de l'accompagner dans tous ces questionnements. Alors, vous abordez effectivement la question de l'hétérosexualité, par exemple. C'est une question qui peut arriver. Et on leur dit, voilà, vous êtes en train de vous transformer, ces questions, elles sont légitimes. Et on les accompagne. Voilà, les parents sont là. C'est des questions sur lesquelles on peut revenir. On ne va pas, dans un cadre collectif, avoir une discussion sur le sujet détaillé avec l'enfant. On peut le prendre à part, en dehors, et l'accompagner avec ses parents, avec d'autres personnes, si nécessaire. Donc, on est vigilant. Voilà, dans ces ateliers, on ne peut pas tout faire, tout dire en une journée, mais on est très vigilant à écouter les jeunes par rapport à leur questionnement sur ces sujets. Et dernier petit point, il y a une partie dans les ateliers où les pères ne sont pas présents, justement pour aller dans le sens que vous évoquiez. Il peut y avoir des jeunes pas à l'aise devant leur père ou leur mère pour évoquer certaines questions. Et donc on a un petit temps réservé hors des parents, justement pour des questions complémentaires que le jeune voudrait aborder de manière plus libre. On fait attention à avoir cette dualité de temps avec et sans les parents tout au long de la journée. Karine Daniel. Merci Madame la Présidente. Alors il y a beaucoup de questions qui viennent en tête pour cette audition. D'abord, vous êtes une association. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser vos modalités de financement, notamment en termes de subventions et éventuellement de dons? Est-ce que vous êtes éligible au mécénat? Est-ce que vous avez des grands donateurs? Parce que, au vu des tarifs qui sont pratiqués, qui ne sont pas élevés, j'imagine que vos sources de financement ne sont pas seulement les recettes propres à votre activité. Ma deuxième question concerne le recrutement des animateurs et leur mode ou pas de rémunération ou de rétribution. Je vois que vous faites un appel sur votre site aux bonnes volontés qui pourraient pouvoir venir animer des ateliers.
quelles sont les modalités de recrutement? Est-ce qu'il y a des profils que vous recherchez particulièrement? C'est intéressant de le savoir puisqu'on est dans un domaine qui est un domaine extrêmement sensible et j'imagine que vous avez des critères qui sont spécifiés de ce point de vue-là. Et ensuite, pour prolonger les questions de ma collègue Mélanie Vogel, moi j'ai vraiment une interrogation, mais presque par curiosité, sur ce fait de privilégier les binômes et les relations parents-enfants sur les duos mère-fille et père-fils. Alors moi, j'ai exclusivement des filles, donc ça fait quand même du coup reposer une charge particulière sur moi, ça m'inquiète un petit peu. Donc je voulais savoir quel était vraiment le motif de ça et en quoi la relation mère-fils ou la relation père-fille n'était pas aussi positive du point de vue de l'éducation et des relations parents-enfants. Je vais peut-être répondre. D'abord, rebondir sur votre remarque sur nos tarifs qui sont particulièrement pas élevés. Effectivement, c'est un choix de l'association de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Concernant le recrutement, les personnes qui seraient intéressées à être animateurs XY ou animatrices cyclo-show vont effectivement faire une note de candidature, donner un CV, et il va y avoir divers entretiens de recrutement au cours desquels nous allons nous attacher à leur connaissance de la physiologie, à leur capacité d'écoute, à leur capacité d'animation d'un groupe, et puis leur connaissance aussi de cette époque de la puberté. Ensuite, il y aura la formation des ateliers en eux-mêmes, et puis un premier atelier supervisé qui permettra de vérifier que l'atelier est bien intégré et que la posture de l'animateur est adéquate. Évidemment, nous demandons un extrait du casier judiciaire B3 pour chaque animateur. Et les animateurs sont tenus d'assister à une formation continue tous les 2 ans. Enfin, la formation continue a lieu tous les ans, mais ils sont tenus d'y assister au moins tous les 2 ans. Et l'essentiel des animateurs y vient. J'aimerais ajouter que ce sont généralement des gens qui ont une autre formation de base et que la grande majorité de nos animateurs ont une formation dans le domaine médical ou psychosocial. Je terminerai également sur les duos mère-fille ou père-fils. Oui, évidemment, être une mère de 3 filles, c'est une lourde charge, mais heureusement, l'atelier cyclo-show, ce n'est pas toute la vie de la famille. Il y a plein d'autres moments où le père peut intervenir et transmettre ce en quoi il croit. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la présence d'un homme dans un atelier sur la puberté dans lequel on évoque les règles gênerait considérablement les jeunes filles. Et ça, c'est quelque chose qu'on teste de temps en temps, puisque cette remarque revient parfois de la part d'adultes. Mais il faut penser qu'on a affaire à des jeunes qui sont en phase de maturation, d'une fragilité psychique, ce que Françoise Dolto appelait le complexe du homard, quand on est sans carapace. Et je terminerai par le fait que aucun père, même le plus investi, et on se réjouit que beaucoup le soient, ne sait ce que c'est que d'avoir ces règles. Voilà. Donc il a certainement beaucoup de choses à apprendre, mais pas son expérience de cette période particulière. Je compléterai juste sur le financement que vous avez évoqué. Donc effectivement, le financement aujourd'hui, il repose, comme je l'ai dit tout à l'heure, pratiquement exclusivement sur le financement des parents qui financent les ateliers. Voilà. Dans certains endroits, effectivement, que ce soit en atelier collège, donc les écoles financent évidemment la participation. Quand c'est en atelier le week-end, ça peut être des mairies, des associations extérieures qui financent, qui nous font venir. Voilà. Quand c'est le collège, pour être très clair, c'est les forfaits. Donc, ce sont les parents d'élèves en fait inscrits dans le collège par leur participation qui financent ces ateliers. Oui, allez-y. Juste, excusez-moi. Quand vous avez dit, Madame, tout à l'heure, qu'on ne parle pas de contraception chez les garçons et qu'on en parle chez les filles, au cyclo-show, on ne parle pas de contraception. Pas du tout. On parle que du corps, la transformation Oui, mais
Alors, en fait, quand on regarde le programme 6e, 5e, le programme de l'éducation nationale, en fait, les sujets de sexualité interviennent après. Ça n'empêche qu'on peut anticiper les choses, hein, mais c'est ce que je viens de vérifier c'est ce qu'on regardait avec la rapporteure. Par contre, il y a les questions de genre, ces sujets-là doivent être évoqués, et donc, évidemment, dès la 5e. Donc ça, c'est prévu dans le programme de l'éducation nationale. Donc ça correspond bien à une série des questions qui ont été posées par Mélanie Vogel. C'est pourquoi nos ateliers correspondent vraiment très bien au 6e et que j'avais précisé que pour les 5e, alors la question de l'identité de genre, elle peut tout à fait être évoquée pendant l'atelier sans aucun problème, mais si on n'en a pas, si jamais on l'évoque pas de façon précise à ce moment-là, c'est pas le seul moment où les élèves vont avoir de l'enseignement. Donc c'est pour ça que j'avais précisé que pour la 5e, il y aurait peut-être un complément à faire. Mais en tout cas, pour la 6e, ça pose pas de souci. Oui, enfin, alors, cyclo-chaud, c'est donc les filles de 10 à 14 ans. Là, vous leur parlez pas de contraception. D'accord. Les garçons de 11 à 14 ans, vous leur parlez de grossesse. Voilà. Et après, vous avez un truc sur les filles de 15 à 18 ans où vous parlez de contraception. Mais les garçons de 15 à 18 ans, vous leur parlez pas. Enfin, vous faites pas, c'est ça. En fait, l'atelier garçon, qui s'appelle Oxygène, est en phase de test. On est en train de... Donc, je pense qu'il n'y a même pas d'espace sur le site qu'il présente. Non, effectivement. Voilà, parce que, voilà, mais évidemment, on va en parler avec eux. D'accord. Mais donc, enfin, ok, donc c'est peut-être un peu pire que ce que j'avais compris, c'est-à-dire que vous parlez aux garçons de la vie sexuelle et de la reproduction entre 11 et 14 ans, et aux petites filles, vous leur parlez ni de contraception ni d'IVG. Ok. J'avais une autre... J'aimerais répondre à votre question. Oui, mais là, donc ma question... On va laisser voilà, les questions c'était sur... parce qu'un des objectifs de l'EVAR, c'est aussi la prévention, le repérage, la prévention des violences. Et donc, comment vous envisagez de pouvoir détecter, prévenir des violences intrafamiliales, y compris de l'inceste, quand vous avez les parents présents? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question, et c'est pour cette raison qu'à la fin de l'atelier, il y a un temps sans les mamans ou sans les papas. Voilà, ça, c'est la première réponse que je peux vous donner. Ensuite, il faut avoir conscience que les jeunes filles de 10 à 12 ans, leur priorité, la question qu'elles se posent, c'est qu'est-ce que je vais faire si ça m'arrive un jour au collège alors que j'ai un jean blanc? C'est ça leur question. Et si on y répond, eh ben, la journée est gagnée. Et dans les bilans qu'on leur fait remplir de manière anonyme à la fin de l'atelier, on leur demande si elles sont contentes, un peu contentes, pas contentes, très contentes. 98% repartent contentes et même 80% très contentes. Quasiment toutes disent avoir apprécié de partager cette journée avec leur maman. 98% affirment que l'atelier les a aidés à comprendre les changements de leur corps à la puberté. 90% des jeunes filles non réglées repartent en ayant une vision positive des règles. Et à la question « Y a-t-il d'autres sujets que tu aurais aimé aborder ?» On n'a pas la réponse homosexualité, transidentité, IVG, que faire, inceste. On n'a pas toutes ces questions-là. Leur problématique, c'est qu'est-ce qui fait que mon corps est en train de changer. Nous sommes un atelier sur la physiologie. On ne peut pas tout traiter. On n'a même pas l'ambition de tout traiter. Et heureusement, il y a plein d'autres associations. Il y a les parents, il y a les professeurs, il y a ces 3 séances par an pendant toute la scolarité. Il y aura plein d'autres occasions de traiter tous ces sujets. Nous, on est juste là pour qu'elles comprennent, ils et elles comprennent, le sens des changements de leur corps à la puberté, de comprendre que leur corps est beau et qu'ils sont des belles personnes. Donc, l'audition arrive à sa fin. On va terminer par les questions de la rapporteure. Merci beaucoup. J'ai 2 dernières questions de précision au regard de ce que vous nous avez dit, mesdames, messieurs. Vous avez parlé de certification, c'est le mot que j'ai noté, de certification de vos intervenants par l'association.
Est-ce que la certification, c'est le processus que vous nous avez décrit? Est-ce qu'il y a du coup, parce que le mot certification a du sens, donc est-ce que c'est le processus de envoi de CV, entretien, vérification du casier judiciaire et formation, atelier, test, ou est-ce qu'il y a autre chose pour que vous utilisiez le mot certification? Et vous avez dit, je crois que c'est vous, Monsieur Foucault, vous avez dit, quand vous nous avez énuméré qui étaient les clients qui faisaient appel à vos prestations, des écoles, des organismes comme des mairies, des centres sociaux, des associations familiales et la CAF. Est-ce que vous pouvez préciser à quel titre la CAF, une CAF, des CAF sont en partenariat avec vous, s'il vous plaît? Alors, Karine Daniel voulait poser une question, mais on est toujours sur le fil de... Vas-y. Sur la question des fonds et des financements, donc vous n'avez pas répondu tout à l'heure, donc il n'y a pas de subvention et pas de mécénat, pas de dons. Et du coup, pour compléter la question, donc c'est bien de le préciser, et pour compléter la question, dans vos clients qui sont des prescripteurs, donc qui n'achètent pas directement des prestations, vous avez donc les établissements scolaires, mais est-ce que vous avez d'autres clients prescripteurs, des associations, des organisations, d'autres prescripteurs? Ça me paraît important de le souligner pour la transparence de qui, finalement, bénéficie de ces prestations. Très bien. Donc, je vais reprendre sur le financement, puis après, je vais Monsieur parler du Foucault, financement rapidement. Et puis après, la certification. On prendra. Donc, le financement, nous ne recevons pas de dons. Nous ne sommes pas habilités à recevoir des dons avec de la défiscalisation. Voilà. Il n'y a pas de mécénat autour de notre association. C'est encore une fois uniquement les parents qui financent. Alors, des associations, on parlait de la CAF, voilà, localement, souhaitaient organiser ces ateliers donc en format plus le week-end. Ils nous ont dit, on aimerait bien que vous veniez, et on voudrait financer, parce que c'est quand même un coût, même s'il n'est pas élevé pour les parents, il y a un coût. Et donc, ils souhaitaient accompagner les parents sur le coût de cet atelier. Voilà. C'est dans ce cadre-là que la CAF finance ce type d'atelier en format week-end. Dans le cadre des écoles, encore une fois, c'est l'école qui finance notre venue par les forfaits des parents. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un budget qui est relativement limité aujourd'hui pour l'association. C'est vraiment une prestation avec des animateurs une partie est reversée à l'association. Vous n'avez pas dit si vous rémunériez vos intervenants. Vous ne les rémunérez pas, en fait, du coup. Il y a les deux. Certains sont rémunérés et d'autres non, c'est des choix. Certains ne sont pas du tout rémunérés, donc ce qu'ils reçoivent à 100% à l'association. Certains sont rémunérés, et donc une partie revient à l'association pour les frais de fonctionnement. Autour de 7%, c'est ce qu'ils redonnent à l'association à la fin de leur atelier. Voilà le fonctionnement simple que nous avons aujourd'hui. D'accord, donc c'est en fait les prestations donc les prestations effectuées sont l'intégralité de l'origine du financement, enfin du fonctionnement des 50 000 € que vous nous avez précisé précédemment. Absolument. De l'association, très bien. Absolument. Et CAF, il y a plusieurs CAF et c'est sur quelle ligne la parentalité sur, oui, c'est la parentalité. C'était un centre social. Enfin, j'ai en tête, je n'ai pas toutes les CAF de France qui ont pu intervenir. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais j'ai en tête dans le sud-ouest, au nord de Pau, la CAF avait souhaité notre venue. Donc, ils ont souhaité accompagner le financement. Donc, on a suivi. Okay. Les parents ont payé une partie et la CAF a complété. Voilà, le financement. Donc, voilà, le financement. Ça peut être aussi des associations de parentalité, parfois, qui financent. Voilà, je peux citer le Chêne Vert à plein pied Givaudan, par exemple. Voilà, mais des associations familiales, des mairies. La mairie de Saint-Maurice-l'Exil, par exemple, a financé aussi la tenue d'atelier. Ça peut être le financement de la salle, ça peut être le financement des prestataires qui interviennent. Voilà. Ok. Très bien, merci beaucoup. Madame Vernet, vous vouliez compléter ou dire un élément en plus? Sur la certification. Ah oui, voilà. Vous pouvez juste... La certification, on a dit... Excusez-moi, mais je n'ai pas compris votre question sur la certification. Alors, c'est qu'elle n'était pas formulée clairement. Vous avez utilisé le mot certification de nos intervenants ou formateurs. Je ne sais plus pour le coup, mais je suis sûre que vous avez utilisé le mot certification. Certification, ça a un sens, c'est-à-dire qu'on délivre un certificat.
Est-ce que votre accompagnement des formateurs, avant qu'ils ne soient en contact avec les enfants, les adolescents, va jusqu'à un processus de certification, ou est-ce que c'est le processus que vous nous avez décrit qui part de l'envoi d'une lettre de motivation, un entretien, une formation et un atelier test? Est-ce que, si je comprends bien votre question, vous interrogez sur la qualité des animateurs et si nous certifions tout le monde ou s'il y a une forme de sélection, c'est bien ça? Par exemple, ça peut faire partie de ma question une fois que vous aurez répondu à la première. Oui, c'est ça. En fait, il le y a une sujet, c'est validation. qui intervient chez vous et par quel, comment les choix sont opérés. Pour toute structure, c'est la même chose, y compris pour l'éducation nationale. Donc, mais oui, bien sûr, et heureusement. Voilà. Les animateurs candidatent et il y a plusieurs entretiens au cours desquels on va déterminer leurs connaissances, mais aussi leur rapport aux autres, leur rapport aux jeunes, leur rapport au corps. Et chacune de ces étapes est signifiante. Voilà, il faut passer chacune de ces étapes pour accéder à la suivante. Et l'étape ultime, la validation ultime, c'est l'animation d'un atelier avec une supervision pour s'assurer que la personne a le comportement adéquat. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, il faudrait recommencer. Peut-être on pourrait dire une validation plutôt qu'une certification, parce qu'il n'y a pas de Oui, diplôme. Donc voilà, c'est plus un problème de vocabulaire, je pense. À ce moment-là. Merci d'avoir clarifié. Et qui opère ce choix? C'est des membres de l'association Oui, une commission pédagogique au sein de l'association, avec des membres expérimentés et des membres formés en psychologie aussi. D'accord. Et vous avez un référentiel auquel vous faites référence, en quelque sorte? Alors, moi, je ne m'occupe pas de ça. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais en fait, il y a des critères, il y a, enfin, voilà, tout ça est comment dire, est normé. C'est-à-dire qu'on peut suivre. Est-ce qu'il y a des principes qui entraînent forcément un refus, par exemple? Vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que vous avez une ABAC? Est-ce que vous avez un référentiel? Enfin, c'est quelque chose d'écrit non. Ou pas Alors, je ne sais pas si c'est écrit vraiment comme ça, mais il est sûr qu'à partir du moment où on va être au contact des jeunes, il faut des gens qui tiennent la route, qui vont être vraiment dans l'écoute. On a un stage d'écoute où on demande aux animateurs. Il faut qu'ils aient fait un stage à l'écoute pour être capable d'accueillir le jeune. Et bien sûr, si on voit qu'il n'y a pas, au niveau du respect de la personne, du respect du corps, puisqu'on est vraiment dans cette zone-là, ça, c'est rédhibitoire. On peut conclure vraiment, c'est connaître et respecter qui est la devise de nos ateliers. Et on insiste vraiment dans la formation sur cette partie-là, connaître et respecter. Le respect est vraiment clé. Aujourd'hui, dans nos ateliers, c'est vraiment le mot d'ordre et sur lequel l'inspecteur académique a été vraiment étonné que l'on mette autant de poids là-dessus. Il a dit c'est vraiment ça qu'on attend d'un atelier en collège aujourd'hui. Donc l'inspecteur académique, donc vous êtes d'un des territoires, pas tous. Oui, ils ne sont pas encore venus. Mais voilà, non, mais ok. Ils ne sont pas encore tous venus. Okay. Très bien. On vous remercie. Et donc, vous avez eu un questionnaire assez complet qui va être complété. Et donc, on attend vos réponses écrites, bien évidemment, dans le cadre de cette commission d'enquête, en complément de l'audition. Vous voulez dire que le questionnaire que vous nous avez envoyé va être enrichi d'autres questions auxquelles il faut répondre avant Les demain ? questions auxquelles vous n'avez pas intégralement répondu, donc voilà. Mais on l'a dit tout à l'heure pendant l'audition. Voilà. Et le timing, parce que c'était pour demain. Les questions auxquelles on a reçues. Tout simplement si ce timing est important. Ça peut être après-demain. Voilà. C'est merveilleux. Merci. Non, mais vous avez 10 jours devant vous, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà, ça vous convient? Formidable. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. Merci de votre écoute.